Bonjour et bienvenue à tous dans la deuxième partie de ce topo sur la gestion des angles fermés. Nous allons aujourd'hui aborder la partie diagnostic. Avant de débuter tout examen et d'indiquer telle ou telle thérapeutique, comme par exemple l'iridotomie périphérique chez un patient, il faut avoir en tête la classification de Foster. Cette classification a mis fin au fait de parler d'angles étroits. On parlera dorénavant d'angles fermables, d'angle fermé ou de glaucome à angle fermé. Un angle irido-cornéen fermable est un angle dans lequel la moitié du trabéculum ne sera pas vue. C'est-à-dire que le trabéculum ne sera vu que sur 180 degrés au maximum. Cette visualisation se fait évidemment sans indentation, ce qui demande une certaine expérience si vous avez un verre à 4 miroirs, surtout lorsque les patients sont pusillanimes. Si vous utilisez encore et malgré la précédente vidéo un verre à 3 miroirs, vous risquez au contraire, théoriquement au moins, de fermer l'angle en indentant. Toutefois, avec un verre à 3 miroirs, il reste possible de qualifier un angle d'angle fermable. Puisque l'on ne peut pas indenter, on peut quand même déterminer si le trabéculum est vu sur 180 ou moins de 180 degrés. Toutefois, avec un verre à 3 miroirs, votre démarche diagnostique s'arrêtera là. Et vous verrez que ce n'est pas envisageable si vous voulez prendre correctement en charge votre patient. Attention, petite particularité, la visualisation du trabéculum se fait avec un verre droit. Le fait d'aller orienter le verre ou alors de faire regarder le patient vers le verre pour passer par exemple une colline ou une bosse irienne n'est pas valable. La visualisation du trabéculum se fait avec un verre tenu bien droit ou alors vous ne pouvez pas voir le trabéculum. La qualification d'angle fermable se fait également avec une normotonie, avec une absence de synéchie antéro-postérieure, donc irido-cornéenne, et également en l'absence de tout signe de glaucome, que ce soit structurel ou fonctionnel. Un angle fermé sera avant tout un angle fermable, c'est-à-dire que le trabéculum peut être vu du moment que ça ne dépasse pas 180 degrés. Toutefois, à la différence d'un angle fermable, un angle fermé devra présenter des stigmates d'hyperpression intraoculaire par contact irido-trabéculaire soit prolongé, soit répété, à savoir une hypertonie permanente, des synéchies antérieures ou bien des glaucomes flecken. Les glaucomes flecken sont des ischémies cristalliniennes qui, dans un contexte d'angle fermable, doivent faire redresser le diagnostic pour angle fermé. Elles ont un aspect très caractéristique, blanchâtre, focal, et il ne faut pas passer à côté. Attention, dans la classification de Foster, parler d'angle fermé implique, comme pour les angles fermables, de ne pas avoir de signe fonctionnel ni structurel de glaucome. En effet, le dernier diagnostic dans la classification de Foster sera le diagnostic de glaucome à angle fermé. Ça sera, comme pour les précédents diagnostics, tout d'abord un angle dans lequel le trabéculum n'est pas vu sur plus de 180 degrés, mais contrairement aux deux autres cas de figure, il faudra qu'il y ait des preuves de glaucome, à savoir des preuves fonctionnelles, comme au champ visuel, ou des preuves structurelles, comme à l'ECT. Instinctivement, on pourrait s'attendre à ce qu'un angle fermable devienne un angle fermé, puis un glaucome à angle fermé. Mais il ne faut pas se laisser avoir, c'est peut-être le point le plus important de tout ce topo. On retrouve très fréquemment en consultation des personnes étant atteintes d'un glaucome à angle fermé, sans jamais avoir eu aucune synéchie, aucun glaucome flecken, aucune hypertonie, et malgré tout, un nerf optique très glaucomateux. Cette normalité de la pression intraoculaire est un véritable piège. Il existe, dans ces cas d'angle très étroits, des variabilités tensionnelles qui peuvent être considérables. Et je vais vous expliquer pourquoi à l'aide d'un petit graphique qui vous explique les particularités des variations de tension dans la journée pour un patient d'abord à angle ouvert, puis à angle étroit. Commençons par une personne avec un angle ouvert, sans glaucome. J'ai encadré en pointillé les heures d'ouverture classiques d'un cabinet d'ophtalmologie, et donc les heures de mesure classique d'une pression intraoculaire. Normalement, la pression intraoculaire est la plus élevée le matin au lever, et ça justifie notamment le fait de mettre ces collyres hypotonisants le matin au lever, mais c'est un autre sujet. Et la pression intraoculaire baisse ensuite rapidement pour remonter tout doucement tout au long de la journée. Ce n'est pas vrai pour tous les patients, mais on peut considérer ça comme la règle générale. La nuit, à cause de la position couchée et donc de l'augmentation de la pression veineuse épisclérale, la pression intraoculaire augmente pour atteindre un maximum juste avant le lever. Pour les angles fermables,
il n'y aura aucune modification, car c'est par définition un angle qui ne se ferme jamais. Pour les angles fermés, par contre, il y aura des contacts irido-trabéculaires, favorisés par une mydriase ou par un enchaînement de mydriase suivi d'un myosis, et ces contacts seront plus prédominants le soir, lorsqu'il y aura des activités de lecture dans la pénombre par exemple, ou bien la nuit. Ces contacts irido-trabéculaires peuvent induire des variations pressionnelles majeures. Ces variations pressionnelles pourront donner différents types de symptômes qu'il faudra savoir rechercher en consultation, car ce ne sont pas forcément des signes que les patients vont spontanément nous rapporter. Souvent, ils les rattachent à d'autres étiologies et ne pensent pas à en avertir leur ophtalmologiste. Au-dessus d'une certaine pression intraoculaire, peuvent apparaître des maux de tête. Ces maux de tête seront souvent matinaux ou nocturnes, et ce ne sont pas des céphalées de tension qui, elles, débutent souvent dans l'après-midi. En théorie, ces maux de tête vont être périorbitaires ou bien oculaires, et seront associés à des halos lumineux. Toutefois, les halos lumineux, même s'ils sont tout à fait classiques pour ce diagnostic, sont assez peu rapportés par les patients et je déconseille pour ma part d'y accorder beaucoup trop d'importance dans le processus diagnostique. Ce sont des patients qui peuvent être étiquetés de migraineux sans jamais avoir vu d'ophtalmologiste. Ils peuvent même être traités comme tels. Je le rappelle, les céphalées ne sont pas systématiques, elles ne doivent pas être le seul critère diagnostique. D'authentiques glaucomes à angle fermé peuvent survenir sans aucune céphalée. C'est pour cela que la gonioscopie reste l'élément phare pour ce diagnostic. On pourra retrouver des pigmentations irrégulières sur le trabéculum, suggérant des adhérences irido-cristalliniennes prolongées à certains moments de la journée. Cela pourrait être confirmé avec des examens paracliniques, comme l'OCT de segment antérieur, réalisé en conditions photopiques, donc avec de la lumière, puis scotopiques sans lumière. L'OCT de segment antérieur pourra montrer des contacts irido-trabéculaires assez évidents lors du passage en mydriase. Reprenons la classification. Nous avons vu qu'il fallait parler d'angle fermable si le trabéculum n'était pas vu sur au moins 180 degrés. D'angle fermé si cet angle fermable s'associait à une hypertonie, à des synéchies irido-cornéennes ou à des glaucomes flecken, et qu'on parlait de glaucome à angle fermé lorsque soit un angle fermable ou un angle fermé était associé à des signes structurels ou fonctionnels de glaucome. Le point clé étant qu'un angle fermable peut évoluer en glaucome à angle fermé sans qu'aucun signe d'angle fermé soit visible, avec notamment une normotonie sur toutes les précédentes consultations du patient. La classification de Foster va nous dire quand traiter. En effet, il ne faut jamais laisser un angle à réouvrir dans sa position fermable ou fermée. En particulier, il ne faut pas considérer les hypotonisants tant que la situation anatomique n'est pas résolue. Ne pas faire de gonioscopie devant toute hypertonie ou tout glaucome est une bonne manière de faire cette erreur. Cela aboutira de manière inéluctable à une progression de la trabéculopathie, c'est-à-dire du dysfonctionnement plus ou moins séquelaire du trabéculum, à cause des contacts irido-trabéculaires. Si vous mettez des collyres hypotonisants, la pression intraoculaire finira toujours par remonter. Et cela de manière plus ou moins définitive ou séquelaire, malgré une réouverture ultérieure de l'angle iridocornéen. Pour les angles fermés et les glaucomes à angle fermé, la situation est extrêmement simple. Il faut faire un traitement qui sera un traitement étiologique, et nous aborderons les traitements étiologiques dans la prochaine vidéo. Pour le cas des angles fermables, la situation est un petit peu plus compliquée à gérer, et c'est aussi le cas le plus fréquent rencontré en consultation. Une partie des angles fermables devra être simplement surveillée, et une partie devra bénéficier d'une prise en charge thérapeutique. La plupart des angles fermables n'évolueront pas vers un glaucome, seulement 10%. Ces 10% qui évolueront vers un glaucome devront être reconnus et traités en amont. La seule manière de le faire est d'aller rechercher activement des arguments devant amener à un traitement. La plupart de ceux-ci ne seront pas trouvés si on ne les cherche pas. Au passage, et on y reviendra dans la prochaine vidéo, le traitement étiologique des angles fermables est également le traitement étiologique des angles fermés ou des glaucomes à angles fermés, ça ne change rien. En premier lieu, il faut rechercher des signes de fermeture intermittente de l'angle. On l'a vu, la première chose à demander aux patients, c'est de demander s'ils ont des céphalées. Je vous conseille de faire des questions plutôt ouvertes et de ne pas forcément leur demander s'ils ont des céphalées le matin, mais de leur laisser eux-mêmes vous dire qu'ils ont des céphalées soit le matin, soit la nuit. Elles seront parfois associées à des halos, mais ce signe, on l'a vu, est inconsistant. Et elles seront la plupart du temps oculaires ou périoculaires. Attention à ne pas confondre ces céphalées avec des céphalées de tension qui seront donc de survenue plus souvent dans la journée et qui peuvent perdurer la nuit et parfois même peuvent durer jusqu'au lendemain matin.
Pour faire la part des choses, il peut être parfois nécessaire d'abord de corriger le patient correctement avec une paire de lunettes souvent d'hypermétrope afin de différencier les deux types de céphalées. Attention à ne pas confondre ces céphalées avec également d'authentiques migraines. Toutefois, à l'inverse, c'est plus souvent vrai. On retrouve assez fréquemment des gens étiquetés comme migraineux et traités comme migraineux, avec des triptances, etc., qui ont, lors du diagnostic, un authentique angle fermable ou fermé. Avec un petit peu d'expérience, il devient de moins en moins difficile d'attacher ces douleurs à des douleurs de fermeture intermittente de l'angle. Toutefois, sur le simple interrogatoire, cela reste un challenge diagnostique. La deuxième chose à rechercher à l'interrogatoire et à l'examen clinique sont les situations dans lesquelles les patients devront subir des dilatations régulières, typiquement les diabétiques, mais également les surveillances de névus et d'autres causes de dilatation oculaire fréquentes. Dans ces cas-là, il est possible de proposer aux patients de bénéficier d'un traitement préventif dans un contexte d'angle fermable. L'éloignement géographique d'un ophtalmologiste peut être un argument supplémentaire de faire bénéficier le patient d'un traitement préventif. On peut imaginer, pour un patient vivant dans un village reculé des Alpes, qu'il y a moins de risques à faire une iridotomie périphérique, qu'il fasse sa crise aiguë par fermeture de l'angle un soir à 19h à plus de 3 heures du CHU le plus proche. Une crise aiguë par fermeture de l'angle, on en parlait, est quasiment systématiquement associée à un angle fermable contralatéral. Dans ces cas-là, le traitement préventif doit être systématique. C'est souvent hyper connu, mais c'est toujours bien de le rappeler. À la gonioscopie par indentation, donc au verre à 4 miroirs, l'aspect du trabéculum peut être évocateur de contacts iridotrabéculaires répétés ou prolongés. Dans ce cas-là, le trabéculum sera irrégulièrement pigmenté. Irrégulièrement parce que d'abord pas partout, avec des patchs de pigments répartis un petit peu aléatoirement sur toute la circonférence du trabéculum, et irrégulièrement parce que chacun de ces patchs sera différent des autres, avec plus ou moins de pigments, signant des appositions plus ou moins importantes à certains endroits. On peut considérer ces patchs de pigments comme des préquels de synéchie antérieure. Pour terminer, on l'a vu juste avant, des contacts iridotrabéculaires à l'OCT visante et ou apparaissant à l'OCT visante en position scotopique sont un argument pour réaliser un traitement préventif dans des contextes d'angle fermable. Des céphalées caractéristiques, une pigmentation irrégulière du trabéculum et des contacts iridotrabéculaires objectivés à l'OCT visante doivent faire redresser le diagnostic et non plus parler d'angle fermable, mais d'angle fermé. Pour les autres cas, la décision peut se faire à la gonioscopie selon l'aspect de l'angle et donc de l'expérience du clinicien. C'est pour ça que c'est extrêmement important de faire des gonioscopies dynamiques régulièrement, souvent et au verre à 4 miroirs. La décision thérapeutique se fait aussi en fonction de l'accumulation des précédents arguments. Par exemple, des céphalées un petit peu atypiques associées à une pigmentation pas vraiment franche de l'angle iridocornéen peut faire pencher la balance. Il n'est pas du tout rare de se retrouver face à un patient pour lequel la décision de faire ou de ne pas faire un traitement préventif reste une décision difficile. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à demander un avis à un autre confrère. D'abord, ça rassure le patient, et puis ça permet de prendre un petit peu de recul sur le dossier en discutant avec ce confrère de la gonioscopie, des différents signes retrouvés à l'examen, etc., etc. Et voilà pour la classification de Foster. En plus d'être une classification que chacun doit maintenant utiliser, ça nous a permis également d'aborder la physiopathologie de survenue d'un glaucome à angle fermé, et ça nous aura permis également de comprendre ce qu'il faut rechercher dans les cas limites, notamment de faire la distinction entre un angle fermable et un angle fermé lorsque la pression intraoculaire reste basse en consultation. Elle nous aura enfin et surtout permis de savoir quand traiter telle ou telle situation. Et sur un plan intellectuel, le fait de borner ces 3 grandes cases diagnostiques permet d'avoir les idées un petit peu plus claires et donc d'aborder sereinement la prochaine étape que nous allons voir dans la prochaine vidéo, qui est l'étape de traitement étiologique pour chaque situation. C'est tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on s'attardera plus spécifiquement donc sur chaque mécanisme menant à une fermeture de l'angle iridocornéen. D'ici là, travaillez bien, faites plein de gonios et à bientôt.